de plein pied dans l'analyse de l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui. Chers collègues et amis et frères, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est avec un immense plaisir que je viens ici, dans cette salle. Et je m'attendais évidemment à trouver beaucoup de monde, parce que c'est à l'image de l'auteur, à l'image de la personne qui nous réunit ici. J'étais sûr et certain que la salle serait remplie. Mais je n'étais pas sûr et certain de venir en retard. Mais au dernier moment, je me suis retrouvé avec entre trois activités que je ne pouvais pas du tout déprogrammer. Et donc j'ai essayé de couper la poire, non pas en deux, mais en trois. Je suis venu ici. Heureusement que j'ai trouvé que ce n'était pas trop tard. Donc je suis très content de retrouver d'éminentes personnalités plutôt. Cette salle, je la connais et je pense qu'en l'espace de 2 mois, c'est la deuxième fois que je viens ici pour présenter un ouvrage. La dernière fois, c'était un roman. Et je suis venu aussi, j'ai trouvé Madame Aïssa Moué, qui est une icône du monde politique sénégalais, mais également du monde scientifique de manière générale. C'est avec aussi fierté que j'ai retrouvé le grand professeur historien Idrissa Ba, qui est le chef de département d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc il y a aussi des personnalités que j'ai retrouvées, notamment le grand professeur, et aussi des personnalités du monde diplomatique, des universitaires, des collègues syndicalistes, que j'aperçois un peu Sédi, quelqu'un qui a marqué le syndicalisme universitaire, mais le milieu scientifique aussi. Et la salle aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnalités politiques que je n'ai pas vues, mais je vois l'université tout à fait devant moi, le doyen Yassé, notre ami sociologue Samba, donc tout le monde. Je pense que si je regarde toute la salle, peut-être que je verrai énormément de personnes qui méritent d'être citées. Et je pense que quand je cite, je donne l'exemple des universitaires, des étudiants, des personnalités du monde diplomatique, du milieu intellectuel, le directeur de la Motan, Dr Diallo, qui fait vivre le savoir, parce que c'est un amoureux du savoir. Il faut être un amoureux du savoir pour faire effectivement ce qu'il a fait. Quand Dr Diallo, ça fait, je pense que c'est la deuxième fois, le premier ouvrage qu'il avait publié, c'était sur les politiques territoriales. C'était là, il m'avait donné l'occasion de lire son tapuscrit. Et ça m'avait énormément fait plaisir, parce que je me dis toujours que quand c'est un collègue qui vous demande de faire un tel travail, je pense que c'est extrêmement important. Parce que le collègue, lui, il peut apprécier ce que vous êtes capable, ce dont vous êtes capable de faire. Et donc, si un collègue vous confie un travail aussi sérieux, aussi important, c'est vraiment une marque de distinction. J'ai fait ce travail-là
Et la deuxième fois aujourd'hui, c'est avec cet ouvrage. Donc, il m'a donné aussi l'honneur de lire le tapuscrit. Je l'ai lu, j'ai fait mes remarques. Et quand il m'a demandé de m'occuper soit de la préface, soit de la postface, j'étais quand même agréablement surpris. Mais j'avais aussi quelques angoisses, parce que je me disais que si je me mets à rédiger une postface d'un ouvrage aussi profond, d'un ouvrage aussi fouillé, aussi recherché, et peut-être qui était un peu éloigné de ma sphère de recherche, je dirais un peu éloigné de ma sphère de recherche, je me disais, est-ce que vraiment je serai à la hauteur? Et donc, quand j'ai rédigé la première version, dès la première version, il a exprimé sa profonde satisfaction. Et avec une telle générosité que je me disais, est-ce que réellement, ce que j'ai produit mérite une telle reconnaissance? Et donc, je m'en vais aussi, dernier honneur, c'est quand il m'a demandé aussi de venir faire la présentation de cet ouvrage. Et donc, la présentation que je vais faire va effectivement concerner le fond et la forme. Donc, je dirais la forme et le fond. Parce qu'à chaque fois, au niveau de mes cours, je dis toujours aux étudiants, parfois certains sont très surpris, surtout au début, en première année, qu'en littérature, le fond est plus important, que la forme est plus importante que le fond. Parce que donc quand on parle de littérature, d'une œuvre littéraire, il faut forcément un travail de forme. Il faut qu'il y ait une certaine façon de présenter le discours, une certaine façon de présenter le texte, pour qu'il soit esthétique, pour qu'il soit littéraire. Et donc, cet ouvrage entre dans un genre littéraire qu'on appelle l'essai. Forcément, il faut qu'il y ait un travail de forme. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers lecteurs et passionnés de géopolitique et de géostratégie, nous sommes réunis aujourd'hui non seulement pour présenter un livre, mais pour explorer une opportunité de compréhension du monde contemporain à travers un regard africain, un ouvrage pont entre les continents. L'essai du docteur Abdourahmane Diallo, Les équilibres géopolitiques, la Russie et le reste du monde, ne se contentent pas seulement d'informer, ils forment et arment intellectuellement. L'essai du docteur Abdourahmane Diallo, à travers une démarche interdisciplinaire rigoureuse, se fixe une ambition majeure. Permettre aux lecteurs, en particulier africains et sénégalais, de saisir la complexité de la place de la Russie dans l'architecture mondiale en inscrivant cette puissance dans la longue durée historique. Il nous invite à dépasser le statut de simple spécialiste pour adopter une vision globale des relations internationales, car, comme le rappelait Éric Hersenon, le monde est un tissu d'interaction trop complexe pour une lecture parcellaire. Et donc je pense aussi que c'est la vision aussi de Poutine qui voit l'histoire comme une globalité, telle que l'a rappelé l'auteur dans son livre. Ce livre est donc une boussole stratégique, mais aussi un acte intellectuel qui s'inscrit dans la ligne des rêves de Cheikh Anta Diop et de Kwame Nkrumah. Forger une Afrique capable de penser le monde par elle-même, c'est ce que l'auteur appelle avec force
une décolonisation des concepts. Il rappelle surtout une vérité essentielle. La politique internationale est faite de conjectures et de circonstances. Et le rôle des intellectuels est d'aider les décisions et d'aider les décideurs à naviguer dans cette incertitude. Sur le plan de la forme, l'ouvrage se distingue d'abord par sa clarté méthodique, sa structure thématique, appuyée par des tableaux synoptiques, permet au lecteur de parcourir l'histoire russe de la Russie kievienne à la fédération actuelle sans se perdre dans la complexité. Dr Diallo établit un dialogue fécond avec les grandes figures de la pensée mondiale, de Leibniz à Kissinger, de Tocqueville à Napoléon, donnant à son analyse une profondeur historique rare. Mais la forme du livre porte aussi un message, celui d'une lecture autonome du monde. En convoquant également des penseurs africains tels que Souleymane Bachir Diagne, Latsuka Bembo, l'auteur participe à cette nécessité de décoloniser le regard, adapté à un monde désormais multipolaire. Dans le fond, la géopolitique comme science du pouvoir, donc l'ouvrage se présente ainsi. D'abord une définition de la géopolitique et qui participe effectivement de la décolonisation, de la façon de voir, de la décolonisation même du regard sur le savoir, parce qu'il s'appuie beaucoup sur les travaux du professeur Latsuka Bembo. Donc il commence par une description, une présentation de la géopolitique. Ensuite, il présente les trois cercles de pouvoir de l'influence russe. Et enfin, il parle des relations entre la Russie et l'Afrique. Donc, par rapport à la définition de la géopolitique comme une science du pouvoir, s'appuyant notamment sur Alexandre Dugin, l'auteur présente la géopolitique comme une science pour le pouvoir, qui dépasse le seul cadre diplomatique pour toucher l'économie, la culture, le sport, l'énergie. La Russie y apparaît comme un pays continent, marqué par des cycles de grandeur et de recul, mais toujours guidé par un objectif, préserver et maximiser sa puissance, à l'instar des États-Unis après 1945. Donc on constate que la Russie est animée par un désir de conserver sa puissance, de gagner ou bien de regagner, mais surtout de conserver sa puissance, mais par rapport aux États-Unis à partir de 1945. Et elle adopte une stratégie, et cette stratégie, c'est en rapport avec les trois cercles de l'influence, russe. Le premier cercle s'appelle l'étranger, c'est celui de l'étranger intérieur. Donc il y a trois types d'étrangers. L'étranger intérieur, la gestion complexe des rapports internes entre le pouvoir central de la Fédération de Russie et les 85 sujets, notamment les autres républiques des régions de la Fédération. Il s'agit également de la gestion des rapports entre les différents groupes ethniques, religieux et linguistiques à l'intérieur d'une république et d'une région, et surtout les rapports entre les différentes républiques et les régions de la Fédération. Donc, dans un premier temps, la Russie gère ce que l'on appelle l'étranger intérieur. Et l'étranger intérieur, c'est la Fédération, donc le pouvoir central de la Fédération et les 85 sujets qui constituent la République et les régions de la Fédération russe. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'étranger proche.
L'étranger proche, c'est la sphère d'influence revendiquée par la diplomatie russe dans l'espace post-soviétique. Donc c'est l'Est européen, Sud-Caucase et Asie centrale, considérée par la Russie comme sa sphère d'intérêt privilégiée ou son espace vital. Cet espace englobe tous les pays ayant une frontière immédiate avec la Russie, mais aussi toutes les républiques qui se retrouvaient dans l'Union des républiques socialistes soviétiques, y compris la communauté des États indépendants, ainsi que les pays baltes. Concernant cet espace, nous apprend Dr Diallo, les autorités russes parlent de sphère d'intérêt privilégiée ou encore de responsabilité historique. C'est ce que l'allemand Karl Hofer, cité par l'auteur, appelle espace vital. Cet espace rappelle, ou cette approche rappelle curieusement la doctrine Monroe aux États-Unis. Donc, la deuxième sphère d'influence, c'est l'étranger proche. L'étranger proche, c'est l'environnement immédiat constitué des pays frontaliers, des pays aussi qui appartenaient à l'Union, à l'ancienne République socialiste soviétique, que les Russes considèrent comme leur espace vital. Et les Russes aussi considèrent qu'ils ont une responsabilité historique vis-à-vis de ces pays, de cet espace. L'étranger lointain. Cette approche géopolitique, donc de l'étranger lointain, renvoie aux ambitions mondiales qui englobent les aires éloignées de ses frontières, telles que l'Europe, le Moyen-Orient et de façon cruciale l'Afrique. Le continent africain, comme l'a précisé l'auteur, citant Mikender et Lénine, fait partie de la sphère des puissances continentales. Dans cette perspective, ce dernier affirme sans embâche, je parle de Lénine, celui qui tient l'Afrique tient l'avenir du monde. Donc on comprend les enjeux en Afrique. On comprend aussi l'intérêt que la Russie porte sur l'Afrique. Parce que l'Afrique fait partie effectivement de la troisième catégorie d'étrangers, l'étranger lointain, mais l'Afrique occupe une place cruciale dans ce qu'on appelle étranger lointain. Parce que effectivement, comme l'a théorisé Lénine, celui qui tient l'Afrique tient l'avenir du monde. Cette affirmation, à la limite, fait frissonner tout Africain conscient au regard de tout ce qui se passe actuellement sous nos yeux. Et il donne raison également à ceux qui pensent que les Africains, ou l'Afrique de manière générale aussi, doit chercher aussi à se positionner dans ce jeu d'équilibre ou dans ce jeu de compétition où l'Afrique constitue un enjeu crucial. Donc maintenant, les relations singulières Russie-Afrique que l'auteur décrit dans la dernière partie de son ouvrage. L'un des points forts de l'ouvrage est la mise en lumière des liens historiques profonds entre la Russie et l'Afrique. L'auteur rappelle que la Russie n'a jamais participé à la colonisation du continent et qu'elle a soutenu activement les mouvements de libération nationale. Donc, en postulat de départ, les relations entre la Russie et l'Afrique datent de plusieurs siècles, parce qu'il a donné l'exemple du Maroc, par exemple, mais la Russie aussi a un avantage parce qu'elle n'a jamais participé à la colonisation d'un quelconque pays africain. Mais autre avantage, la Russie aussi a participé activement à la décolonisation de l'Afrique et a soutenu beaucoup de mouvements de décolonisation de l'Afrique. Donc, fort de son expérience de la lutte contre le tsarisme,
le peuple russe a engagé une campagne de lutte contre les injustices un peu partout dans le monde, mais notamment en Afrique. D'aucuns même considèrent la révolution socialiste d'octobre 1917 en Russie comme le point de départ des luttes pour la décolonisation et la libération des peuples opprimés par l'empire colonial, particulièrement en Afrique. C'est-à-dire que la révolution d'octobre 1917 a constitué comme une sorte de déclin, comme une sorte de déclic, une sorte de prise de conscience, une sorte de déclenchement, de catalyseur pour que certains peuples décolonisés, certains peuples colonisés puissent revendiquer leur libération et lutter contre la colonisation. Donc, Dr Diallo nous rappelle que c'est à l'initiative de l'URSS que la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés, que cette déclaration qui a été proposée le 23 septembre 1960 lors de la 15e session de l'Assemblée générale des Nations Unies par Nikita Khrouchtchev, président du Conseil des ministres de l'URSS, a été à l'initiative de la Russie. Donc c'est la Russie qui a proposé au Conseil de sécurité des Nations Unies la déclaration sur l'octroi de l'indépendance des pays et des peuples colonisés. Dans cet ouvrage figure un passage fascinant et particulièrement symbolique, c'est-à-dire un passage qui symbolise l'importance que la Russie, ou bien en tout cas les relations que la Russie entretient avec l'Afrique, avec le monde noir notamment, c'est le passage du général Ibrahim Hannibal. Donc ce passage a été développé dans l'ouvrage pour montrer l'ouverture de la Russie, pour montrer un peu le caractère même cosmopolite de la Russie, parce qu'il a aussi parlé de plusieurs ethnies, plusieurs religions, croyances, et même donner des exemples de croyances dominées par telle ou telle région, contrairement peut-être à ce que quelqu'un qui n'est pas un peu dans le sujet ou qui ne fait pas beaucoup de recherches ou qui s'arrête en profondeur, pourrait croire que la Russie peut-être constitue une certaine homogénéité, alors qu'il y a une certaine diversité. Et par rapport maintenant à l'Afrique, cette ouverture à l'Afrique, l'exemple du général Ibrahim Hannibal, qui est un jeune Africain adopté par Pierre le Grand et qui est devenu le premier général noir de l'armée russe au XVIIIe siècle, et d'Israël du poète national Pouchkine. Donc, tous ces enjeux géopolitiques qui caractérisent le monde mettent l'Afrique dans une situation d'urgence qui consiste à se frayer une place de choix et à cesser d'être un simple pion sur l'échiquier des grandes puissances dans ce XXIe siècle marqué par l'émergence d'un monde multipolaire. Donc il explique aussi le passage d'un monde monopolaire à un monde bipolaire, et maintenant on va vers un monde multipolaire. Donc il y a plusieurs pôles d'influence et l'Afrique devrait être un de ces pôles, si effectivement l'Afrique se comporte comme il le faut. Le continent africain doit donc saisir la rivalité entre la Russie et l'Occident comme une opportunité stratégique et, comme le souligne Dr Abdourahmane Diallo, une occasion de renégocier ces contrats et d'imposer des partenariats gagnant-gagnant. Enfin, parlant toujours de ses concitoyens africains, ou parlant toujours à ses concitoyens africains, l'auteur
considère que la véritable indépendance, qu'on revendique toujours, qu'on cherche toujours, passera par la formation des populations et la capacité des dirigeants africains à exploiter habilement ces équilibres mondiaux. Et donc, ce n'est pas une surprise pour un enseignant de considérer que l'éducation, ou de voir que l'éducation, ou de trouver que l'éducation est la clé et la réponse, ou bien la voie pour atteindre cet objectif qui consiste à placer l'Afrique au cœur de ce jeu d'équilibre mondial, non pas comme un pion, mais comme un acteur respecté, respectable. Au-delà du récit historique, l'auteur pose une question centrale. Comment l'Afrique peut-elle transformer les rivalités internationales en opportunités? Dans un monde multipolaire, le continent ne doit plus être un pion, comme je l'ai dit, mais un acteur capable de négocier ses partenariats sur une base gagnant-gagnant. Parce qu'on parle quand on parle de renégocier, c'est parce qu'effectivement, le passé n'a pas été marqué par un partenariat gagnant-gagnant. Donc, si l'Afrique veut vraiment peser, il faudrait qu'il pose le problème de renégociation des rapports, renégociation des accords de partenariat, etc. Donc, la véritable indépendance, souligne-t-il, passera par la formation des peuples et la lucidité des dirigeants. En définitive, donc, pour conclure, je dirais que ce manuel de référence en géopolitique doit être un compagnon de route pour comprendre les forces qui façonnent le monde. Pour les diplomates, les décideurs, les intellectuels africains de manière générale, ce livre offre des clés essentielles pour naviguer dans ce siècle de recomposition stratégique. Comme le disait Hubert Védrine, l'auteur a cité dans son ouvrage, on ne sait pas ce que deviendra l'Afrique, mais il s'y passera des choses décisives pour le monde. Dr Abdourahmane Diallo nous aide précisément à nous préparer à ces bouleversements. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher Ramon, pour cette analyse en profondeur de l'ouvrage d'Abdourahmane Diallo, avec à la clé de citation d'ordre historique, politique et littéraire. Vous avez tenu dans votre analyse à rappeler ce qu'on pourrait considérer comme étant l'objectif essentiel de la géopolitique de la Fédération de Russie. Il s'agit ni plus ni moins pour la Fédération de Russie d'un désir de conserver sa puissance, de la déployer un peu partout à travers le monde. Mais à ce niveau-là, on peut être en face d'une sorte de contradiction, puisque la Russie, au jour le jour, n'arrête pas de rappeler sa puissance, notamment militaire et économique, énergétique, dans le cadre du malheureux conflit qui l'oppose à l'Ukraine et qui l'a entraîné, malgré elle, d'une certaine manière, à asphyxier l'économie européenne et partant une partie de l'économie mondiale. C'est une apparente contradiction qu'on retrouve dans le texte. Vous avez aussi tenu à rappeler le modus operandi utilisé dans le cadre de la géopolitique russe, avec le déploiement de sa puissance et de ses forces au niveau de ce que vous appelez les trois cercles d'influence. Ces trois cercles d'influence ne sont pas sans rappeler un certain nombre de théories, dont certaines sont très anciennes, qui ont été avancées et qui nous parlent d'un centre complété, notamment sur le plan géographique, d'un centre complété par un certain nombre de marges et de périphéries.
En disant cela, je pense, entre autres, aux travaux de Samir Amin sur la marginalisation de l'Afrique par rapport à l'économie monde. Je pense aux travaux d'Emmanuel Wallerstein et de Fernand Braudel sur l'économie monde. Je pense aux travaux de Maurice Lombard sur l'économie monde arabo-musulmane, avec un centre qu'on dénomme au Moyen-Âge, un centre qu'on dénomme le Bilad al-Islam, et deux périphéries qu'on dénomme pour la première le Bilad al-Koufr, ou le pays de l'infidélité, et la deuxième périphérie n'étant rien d'autre que le Bilad al-Harb, ou le pays de la guerre ou de la chasse légitimée aux esclaves. Vous avez aussi insisté sur un certain nombre de qualités qu'on retrouve dans le cadre de cet ouvrage, notamment la facilité d'écriture, les apports stylistiques, la forme, dont l'ouvrage est bien présenté. Vous avez insisté sur l'approche méthodologique qui a été mise en place, notamment l'organisation du travail, et vous n'avez pas hésité, comme j'ai fait allusion tout à l'heure, à faire appel, à convoquer un certain nombre de théories et de théoriciens pour mieux comprendre la géopolitique russe. À raison. À raison, l'auteur a choisi comme marraine de cette cérémonie la déléguée générale Aide Mbouch, ici présente, puisqu'il la considère comme étant aînée en politique, un guide et de surcroît un universitaire, puisque comme l'a rappelé tout à l'heure Abdoulaye Diallo, elle a produit une thèse relative consacrée aux collectivités territoriales, qui d'ailleurs a été publiée par des éditions L'Harmattan. Je vais un peu bousculer le chronogramme qui m'a été proposé en donnant tout de suite la parole, si vous le permettez, à Madame la déléguée pour qu'elle dise pour qu'elle prononce certains mots pour qu'elle puisse prononcer certains mots et sur l'auteur et sur son ouvrage. Madame la déléguée, vous avez la parole. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est le département Histoire. Permettez-moi de saluer toutes les personnalités ici présentes, notamment son Excellence, l'ambassadeur de Russie, qui nous fait honneur cet après-midi. Je voudrais saluer aussi les personnalités politiques, notamment membres de la coalition qui soutient le président Ousmane Sonko, le Premier ministre, dont notre ami Abdourahmane est membre. L'honorable député Marème Mbacké est là. Le docteur Hassan Kane, et aussi des administratifs comme le directeur du cabinet de la DFI, ainsi que le directeur qui est professeur aussi à l'université, mais il n'en demeure pas moins le directeur des études de la planification et du suivi, qui travaille beaucoup avec les chiffres, M. Dr Kodem. Le directeur de cabinet s'appelle Moussa Diagne, qui nous fait honneur aussi de sa présence. Je salue les professeurs, mais aussi hommes politiques tels que notre ami Yankoba, je connais très bien, mais ainsi que les autres professeurs ici présents. Je salue les étudiants qui sont venus nombreux et c'est extrêmement important. Je voudrais remercier et féliciter notre ami Abdourahmane. Abdourahmane, vous l'avez dit tout à l'heure en le présentant, professeur Sow, est un homme que j'ai pu découvrir
le cadre du soutien au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avant son élection, étant dans l'opposition jusqu'à son élection. Donc, avec beaucoup de fierté et d'honneur pour moi, d'être la marraine de cette cérémonie de dédicace de l'ouvrage Les équilibres géopolitiques, la Russie et le reste du monde. Signé par celui que je viens de saluer, le docteur Abdourahmane Diallo, universitaire, intellectuel engagé et acteur politique. En général, les universitaires ont le complexe d'assumer leur statut politique. Lui, non seulement il est politique, à un très haut niveau, c'est-à-dire au niveau de la décision, la conférence des leaders, mais il est aussi politique à la base. Je l'ai trouvé à la base, à 40. On était ensemble, le premier ministre Ousmane Sonko et moi, en campagne des élections législatives de novembre dernier. Il avait réuni énormément de monde à 40. Énormément de monde. Et vraiment, à chaque fois qu'un homme ou une femme politique est représentative, je la respecte. Parce que pour moi, la noblesse en politique, c'est la représentativité. Je ne me perds pas là-dedans. Il ne suffit pas de faire des théories. On a besoin de monde. Les suffrages s'obtiennent par les gens. Donc, il faut être représentatif pour être un homme politique sérieux. Abdourahmane est politique, mais il est représentatif. Je l'ai trouvé chez lui. Et je l'appelle M. Sous-Couvert. Parce que quand il a voulu que le Premier ministre prolonge son chemin jusqu'à 40, il a préféré pas s'adresser directement au Premier ministre. Il était en face du Premier ministre. Mais il a préféré m'en parler. Et quand j'en parle au Premier ministre, il me dit, mais Abdourahmane, et là, non? Je lui dis oui, mais lui, il aime œuvrer sous le couvert de. Alors qu'il utilise pour effectivement parler de cela, il me dit, ça, on ne peut pas te lui refuser. Alors qu'il était 23 heures, on a trouvé un monde fou au niveau de la frontière. Donc, Abdourahmane, félicitations. C'est un intellectuel, mais aussi un acteur politique engagé. Dans un contexte international marqué par des recommandations de composition profonde, des tensions géostratégiques et l'émergence d'un monde multipolaire, je l'avais dit le professeur Sow, cet ouvrage apporte une lecture lucide et structurée des rapports de force mondiaux. En s'intéressant à la Russie et à ses interactions avec le reste du monde, l'auteur nous invite à dépasser les discours dominants pour comprendre les logiques réelles qui gouvernent l'ordre international. Ce travail est d'autant plus important qu'il nous rappelle une évidence trop souvent oubliée. Les nations qui transforment leur destin sont celles qui pensent le monde avant de vouloir l'affronter. Pour l'Afrique, et particulièrement pour le Sénégal, la maîtrise des enjeux géopolitiques est une condition de souveraineté, de crédibilité et de développement. Je tiens à saluer ici la singularité du parcours de Dr Diallo, celui d'un homme qui allie la production du savoir à l'engagement citoyen et politique. Convaincu que la réflexion doit nourrir l'action publique, comme nous le suggérait Alassane Dramane pour l'autre jour dans l'émission de Dr Diallo. Vous avez raison. Les hommes politiques doivent s'exercer, puisqu'ils veulent accéder aux instances de décision, doivent s'exercer à ces genres de réflexion, surtout au plan géopolitique. Je voudrais donc saluer cette cohérence entre pensée et engagement qui est précieuse, surtout à un moment où notre pays aspire à une gouvernance fondée sur la vision, la rupture et la responsabilité. Abdourahmane, je voudrais signaler à l'instant que quand la politique s'appuie sur le savoir, elle cesse d'être une agitation pour devenir un projet. Et quand le savoir s'engage, il devient
une force de transformation nationale. Je vous souhaite plein succès. Je vous souhaite plein succès aussi à cet ouvrage et vous félicite. Vous transmets aussi les salutations de celui que vous avez choisi de soutenir, M. Ousmane Sonko, qui vous encourage. Je souhaite votre accompagnement, non seulement politique, mais votre accompagnement pour le développement du Sénégal. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci, Madame la déléguée générale, d'avoir repris la présentation de l'auteur et de son ouvrage en articulant autour de son action politique et de la gouvernance qui a lieu dans notre pays, le Sénégal, depuis l'avènement de la dernière alternance. Nous nous en remercions. Parmi nous dans la salle, nous avons le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, le professeur Mamadou Bounetiméa, qui par la formation reçue est aussi bien un historien qu'un géographe. Je ne vous entendrai rien en disant que la géopolitique est aux frontières de l'histoire